Vous avez multiplié les mensonges et les manigances. La pire est sans doute celle sur une des plus grandes affaires pédocriminelles de notre histoire, celle de Betaram. Vous aviez les moyens d'agir et vous n'avez rien fait, à part insulter les témoins et mentir sans vergogne à tous les parlementaires présents dans cet hémicycle. Non, contrairement à M. Vogetta avant, je ne crois pas que vous soyez un être de lumière saint arrivé sur Terre pour guérir par imposition des mains les gens, voire les faire ressusciter. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est juste parce que sur le Titanic qui coule, personne ne voulait être commandant en second. Même Macron ce matin dans Libération se demande, je cite, pourquoi il ne le vire pas. Ne hurlez pas tout le temps, personne ne vous entend. On voit des gesticulations et on n'entend pas ce que vous dites. Le député LFI prenait la parole depuis la tribune de l'Assemblée nationale afin de défendre une motion de censure face à un gouvernement en fin de course. Mais ce qui devait être un simple discours devient un règlement de compte implacable. Et la cible est claire, François Bayrou. Il l'accuse frontalement, mensonge à répétition, silence complice dans une affaire pédocriminelle d'État, trahison du peuple. Bayrou incarne à ses yeux tout ce que le pays ne supporte plus. Il démonte le faux conclave organisé autour des retraites, une mascarade où le MEDEF obtient un droit de veto, où les syndicats sont humiliés et où les plus fragiles doivent payer l'addition des cadeaux faits aux puissants. Clouet ne fait pas un discours, il frappe, il démonte Bayrou, il expose le RN et il rallume une flamme de résistance que le pouvoir croyait avoir étouffée. Ministre, Monsieur Bayrou, 6 mois que vous êtes là et quelques jours, 6 mois de trop, les quelques jours compris. Macroniste de la première heure, vous avez applaudi quand le reste de la clique a privé de 2 ans de vie les Françaises et les Français. Mais nous ne sommes pas rancuniers, nous proposons de vous mettre vous-même ce soir à la retraite. Et à taux plein, c'est dire. Vous en aurez de la chance, contrairement aux 10 000 personnes qui chaque année meurent avant la retraite à cause de votre réforme et auxquelles nous dédions cette motion de censure. Vous devez partir car vous n'auriez jamais dû être là. Aux élections, vous avez fait 3,8%. On confond votre score électoral avec un taux d'inflation. Depuis, vous avez multiplié les mensonges et les manigances. La pire est sans doute celle sur une des plus grandes affaires pédocriminelles de notre histoire, celle de Betaram. Vous aviez les moyens d'agir et vous n'avez rien fait, à part insulter les témoins et mentir sans vergogne à tous les parlementaires présents dans cet hémicycle. Non, contrairement à M. Vogetta avant, je ne crois pas que vous soyez un être de lumière saint arrivé sur Terre pour guérir par imposition des mains les gens, voire les faire ressusciter. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est juste parce que sur le Titanic qui coule, personne ne voulait être commandant en second. Même Macron ce matin dans Libération se demande, je cite, pourquoi il ne le vire pas. Et puisque nous parlons de naufrage, revenons sur votre conclave qui vient de terminer en eau de boudin. Je rembobine. Janvier 2025, à la tête d'un des pires budgets d'austérité de l'histoire de France, qui ferme des classes dans les écoles, qui ferme des lits dans les hôpitaux, qui abandonne l'industrie française, vous achetez le soutien du Parti socialiste avec un tour de passe-passe, un conclave sur les retraites. Alors, ce conclave, à l'observation, c'est un peu moins Léon XIV que Thatcher II. Car, dès le lendemain de sa proclamation et de sa convocation, une fois sauvé de la première censure, volte-face. Exit les discussions sur de nouvelles recettes. Exit la surcotisation sur les très hauts salaires qui aurait pourtant assuré l'équilibre des caisses. C'est ça la méthode Bayrou. On l'imagine en réunion de copropriété dire « ne parlons pas des charges ». On l'imagine en réunion syndicale dire « ne parlons pas des salaires » ou en réunion de consommateurs « ne parlons pas des prix ». On pensait avoir touché le fond, mais pas encore. Puisque vous allez ensuite sur les plateaux raconter que, je cite, « les participants ont accepté les conditions d'âge fixées par la loi de 2023 ». Mais lesquelles? Parce que, je ne sais pas dans quel monde parallèle vous vivez, mais vous avez exclu la FSU et Solidaires du conclave. Puis la CGT et FO sont partis. Puis la CFDT, la CFTC, l'UNSA, la CFE-CGC ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec votre borne d'âge. Tout le monde, c'est la seule chose que montre ce conclave, tout le monde est hostile et déteste cette réforme des retraites. Du coup, logiquement, pour vous en sortir, vous avez décrété que le MEDEF aura un droit de veto sur tout. Droit de veto sur l'âge de départ, droit de veto sur les annuités, droit de veto sur les cotisations, veto partout. Mais enfin,
Un conclave avec droit de veto du MEDEF, c'est pas une réunion, ça s'appelle de l'extorsion, article L312.1 du Code pénal. Les syndicats, eux, avaient le droit de choisir entre le café tiède ou froid, la soupe étant réservée au patronat. Je résume donc. Votre conclave, c'est une réunion dont ne peut sortir un texte à condition qu'il soit approuvé par des gens qui sont d'accord avec vous. Eh bien, on va vous le rappeler ce soir. Nous ne sommes pas d'accord avec vous. Et nous ne céderons jamais. Et nous n'abandonnerons jamais notre tâche historique et populaire consistant à abroger cette réforme inique des retraites. Car à 64 ans, un tiers des gens sont déjà en incapacité et vous voulez leur pourrir les années de vieillesse après avoir pourri les années de travail, sans compter ceux qui malheureusement vous écoutent quand vous parlez à l'Assemblée, ça fait de la pénibilité supplémentaire. Mais s'il faut vous renvoyer aujourd'hui, c'est aussi pour vous éviter demain. Car vous avez prévu à l'automne d'appliquer, je vous cite également, j'ai pas de très bonne lecture, vous avez prévu d'appliquer à l'automne les dispositions de compromis du conclave. Alors on ne sait pas trop ce que c'est, j'imagine compromis entre l'aile gauche et l'aile droite des MEDEF. À l'hiver suivra la grande purge. 40 milliards d'euros d'économies annoncés le 29 juin au grand entretien de RTL, pour faire plaisir à je ne sais quel gnome de la Commission européenne. Alors, qui payera ces 40 milliards, Monsieur Bayrou? Ça vous fait marrer là, parce qu'il faut que les gens autour doivent savoir. Monsieur Bayrou rigole. Donc, qui payera ces 40 milliards? Évidemment pas les actionnaires, qui ont détourné le double l'année dernière. Mais ça, ils se font gentiment caresser les chines. Non, dans vos classeurs, il y a d'autres projets. Et tout le monde, en dehors de l'hémicycle, doit comprendre. 40 milliards, c'est l'équivalent d'1 million de fonctionnaires, profs, pompiers, infirmières, aides-soignants, aides-soignants, que vous pourriez supprimer. C'est l'équivalent 40 milliards de toutes les prestations famille de la sécurité sociale qui sauteraient. Ça veut dire l'allocation de rentrée scolaire, les APL, les allocs familiales, la prime d'adoption, les allocations adultes ou enfants handicapés, tout cela représente ce que vous voulez couper à l'hiver prochain. Eh bien, Françaises, Français, vous voilà avertis. Ces gens comptent étrangler le peuple à la rentrée. Dès lors, nous avons une tâche ce soir, c'est de les empêcher d'arriver jusqu'à la rentrée. D'autant que dans cet ensemble de manœuvres détestables, vous avez un appui certain, le Rassemblement national, qui tente de se faire oublier. Alors ils sont 4. Mais si M. Bayrou est toujours Premier ministre ce soir, ce sera à cause d'eux et à cause d'elle. Si on part à 64 ans, ce sera à cause d'eux et à cause d'elle. On n'a pas des députés RN, on a des répondeurs automatiques. Dans toutes les émissions, ils viennent, prennent la même fiche comme ça en disant « Non mais attendez, on n'a pas d'idée, on verra qu'on sera au pouvoir ». Mais Bardella a lâché le morceau hier soir, 21h38, sur CNews. Mauvaise fréquentation, mais enfin. Oui, bah, bien sûr que je le regarde, c'est pas au Parlement européen que je veux savoir ce qu'il dit, allons. Donc, à la question, abrogerez-vous la réforme des retraites? Que répond M. Bardella? Il répond, on verra la situation dans laquelle on sera dans 2 ans. Il confirme ainsi sa confidence faite à M. Gattaz, patron des patrons, le 8 avril au Forum des libertés, encore un machin de l'extrême droite, où M. Bardella lui a confié, je cite également, je cite, « On va devoir renoncer au retour à l'âge légal à 62 ou 60 ans. » Voici l'aveu. Le RN n'abrogera pas la réforme des retraites, mais c'est eux qui le disent en plus. La seule chose qui m'échappe, c'est pourquoi le RN se cache et n'assume pas ses opinions politiques. C'est étonnant. En réalité, la réponse est simple. Parce que comme M. Bayrou, le RN veut la capitalisation des retraites. Et oui, et oui. Et ce n'est pas les hurlements de M. Tanguy qui m'empêcheront d'aller au bout du propos. Je vais citer votre collègue, M. Ménager, 31 octobre dernier, il était juste là. C'est la première fois qu'il était rapporteur d'un texte, donc on a noté. Il disait « Il faut débattre de la question d'une part de capitalisation collective ». Rapporteur RN sur la question des retraites. Et qu'a-t-on maintenant? M. Ciotti, évidemment il n'est pas là, mais il n'est jamais là, qui le 28 mai dernier présentait un plan de capitalisation des retraites, prévoyant de flécher 11% des pensions vers des fonds privés financiers, histoire que les économies d'une vie chouffe puissent disparaître au premier retournement boursier quand la finance a une saute d'humeur. Et pour le manque à gagner immédiat, M. Ciotti disait « Nous prendrons 2/3 des fonds du logement social pour les mettre dans les retraites. Donc les gens n'auront plus de retraite et plus de logement. » Bravo. Traduction,
Traduction donc, avec le RN, vous n'avez plus de maison, et ce qui vous reste à la fin est jouer à la bourse de New York. Mais on a aussi la version coupée d'eau tiède. C'est l'interview du député RN Dussaucé. Je l'ai lu hier soir, j'avais fini de donner Stephen King, alors il fallait bien une lecture dans le même genre. Je cite, Monsieur Dussaucé nous disait « Si on ne vote pas la censure, c'est pas qu'on soutient le texte. » Non, si vous ne votez pas la censure, c'est parce que vous soutenez les auteurs du texte sur les retraites pour qu'ils en fassent d'autres, c'est encore pire. Je continue. Changer de projet sur les retraites fait partie d'un tout budgétaire avec de nouveaux moyens de financement nécessaires, blablabla. Mais dans ce cas-là, pourquoi votez-vous contre les surcotisations sur les hauts salaires ou la mise à contribution des revenus financiers si vous cherchez vraiment des revenus supplémentaires pour les retraites? Pour finir, le pompon, même interview, hein, vraiment c'est un enchaînement. Est-ce que c'est un festival? Tout à fait. Est-ce que les Français ont envie d'instabilité à quelques semaines des vacances? Alors d'abord, on va vous apprendre que 40% des gens n'ont pas de vacances. Ce serait mieux de les fréquenter, ça vous fera du bien. Et effectivement, une bonne partie d'entre eux aimeraient bien que leurs vacances ne soient pas les dernières, avant de retourner au travail, puis peut-être de ne plus jamais en avoir avec leurs proches. Bref, au niveau du RN, vous parvenez à être les marchepieds, le paillasson et la serpillière de la Macronie. C'est pas un groupe parlementaire, c'est une quincaillerie. Si vous ne votez pas la censure, c'est parce que vous craignez le retour aux urnes, parce que Madame Le Pen est inéligible suite à sa condamnation. Il est beau le parti du peuple qui sacrifie des millions de retraités pour un siège de député dans le cadre d'un accord de dessous de table avec François Bayrou. Bref, contre la réforme des retraites, contre votre budget partagé à tous, il est l'heure de voter la censure. Avec les mots en tête du grand écrivain José Saramago, il faut toujours persister. L'espoir est comme le sel. Il ne nourrit pas mais donne de la saveur au pain. Eh bien, votre censure, c'est notre sel. Pour échapper à des motions, ne hurlez pas tout le temps. Personne ne vous entend. On voit des gesticulations, on n'entend pas ce que vous dites. Et donc, je prétends, je veux affirmer. Allez, Monsieur Bernalicis, Monsieur Tavel, s'il vous plaît. Merci. Merci. Je crois que ce sont des questions trop graves pour qu'on les perde uniquement en vocifération. Et vous irez leur dire que ça n'a aucun intérêt. Vous irez leur dire que ce sont des mesurettes. Vous êtes scandaleux à l'égard de celles qui travaillent et de celles qui ont besoin qu'on les entende pour prendre leur retraite. Le quatrième progrès, et c'en est un particulièrement pour les femmes, c'est que l'âge de suppression de la décote sera fixé non plus à 67 ans, mais à 66 ans et demi, ce que toutes les organisations... Je sais bien que 6 mois dans la vie, pour vous, ça n'a aucune importance. Vous êtes tous totalement en dehors de tout ça. Et je prétends et j'affirme que si vous dites aux femmes qui travaillent que vous vous opposez à ce genre de progrès, en réalité, vous travaillez contre elles parce que vous êtes indifférents à leur vie. Il n'y a que la politique électorale qui vous intéresse. Ça n'est pas notre cas et nous avons l'intention d'aller plus loin. Monsieur le Premier ministre, arrivé aux responsabilités, vous avez cherché à gagner du temps. Et vous en avez en réalité fait perdre à la France. Vous êtes sorti de ce conclave avec un annuncio habemus naufragium. Rien. Vous nous proposiez, vous nous annonciez quelque chose de formidable et vous n'avez rien et vous en avez fait la démonstration aujourd'hui. La vérité, c'est qu'en refusant de mettre la pression au MEDEF, en accordant au MEDEF un droit de veto dans ce conclave, vous aviez dès le départ, et c'était notre conviction, et c'est pourquoi nous avions, nous, avec le groupe écologiste et social, voté les précédentes motions de censure, vous aviez vicié cette discussion et ce fameux conclave. La réalité, les Françaises et les Français le voient, avec vous, et la raison de votre présence ici, c'est préserver le bilan d'Emmanuel Macron, tout le bilan d'Emmanuel Macron, rien que le bilan d'Emmanuel Macron. Et de ce point de vue-là, quand les Françaises et les Français ont voté à 3 reprises pour en finir avec la politique d'Emmanuel Macron et se retrouvent avec, pardon Madame la Première ministre, avec Madame Borne et Monsieur Valls, qui sont les 2 anciens Premiers ministres les plus détestés aujourd'hui dans l'opinion publique, qu'ils se retrouvent avec Monsieur Bayrou, qui était macroniste avant Emmanuel Macron lui-même, on peut considérer que c'est une forfaiture et une trahison du suffrage des Français. Progrès. Et vous qui êtes loin du travail, eh bien vous venez nous expliquer qu'il faut les oublier. Ça n'est pas du tout la manière que nous avons de vivre.
Vous n'êtes pas sur le terrain, vous exploitez les difficultés de nos concitoyens. Allez, un peu de silence. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, chacun libre de ses paroles dans les Nous ne sommes pas là pour être confort, pour être tranquille, pour échapper à des motions de censure successives, pour gagner du temps, résigné à la douce lâcheté et au renoncement pour durer. Le pouvoir d'abattre le gouvernement, personne ne vous le conteste. Et j'entends tous les jours, plusieurs fois par jour, la menace proférée de tous côtés. Vous avez ce pouvoir, mais vous n'avez pas le pouvoir de décréter que ce qui est n'est pas. Que ce qui menace, ce qui arrive par désinvolture généralisée, qui arrive sur la tête de nos enfants, que cette menace n'existe plus, qu'elle disparaisse, supprimée par votre censure. Mais nous assumons aussi une irrépressible envie de faire tomber ce gouvernement, si je puis dire, pour l'ensemble de son œuvre. Quand M. Retailleau, devant une foule fanatisée, agite des militants au cri de « abat le voile » et lève sur ce pays un vent de haine, d'islamophobie et de racisme, nous ne pouvons rester silencieux. Quand il salit la mémoire du jeune Naël, nous ne pouvons rester silencieux. Quand il reprend les slogans, les propositions de l'extrême droite au pouvoir, nous ne pouvons rester silencieux. Quand vous-même parlez de submersion migratoire, reprenant la rhétorique de Jean-Marie Le Pen, nous ne pouvons rester silencieux. Quand Madame Dati cumule les affaires et que vous préférez toujours, c'est une constante de la Macronie, privilégier le clan à l'intérêt général et à la République et à son exemplarité, nous ne pouvons rester silencieux. Quand vous mentez sur l'affaire Betaram, nous ne pouvons rester silencieux. Quand vous préparez une cure d'austérité sans précédent qui va abîmer les services publics qui sont le patrimoine de ceux qui n'ont rien, nous ne pouvons rester silencieux. Quand vous passez en force sur la loi du plomb, loi de poison, d'empoisonnement de nos enfants, de notre santé publique et de nos paysans, nous ne pouvons rester silencieux. Quand vous êtes sur ces sujets, comme sur tous les sujets qui concernent le climat ou la biodiversité, complices des lobbies dans la main des lobbies, nous ne pouvons rester silencieux. Alors, j'ai parlé de vous, mais... Qu'il ne plaît pas à tout le monde de voir la démocratie sociale apporter des résultats. Mais vous allez vérifier vous-même, même si vous n'êtes pas intéressé à la question. Vous allez vérifier vous-même, affirmation par affirmation, ce qui s'est passé réellement, et après chacun prendra ses responsabilités en toute connaissance de cause. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je sais bien donc qu'il ne... Allez, un peu de silence, s'il vous plaît. Ça s'adresse à tout le monde, un peu de silence, sauf à une personne, Monsieur le Premier ministre, que j'aimerais qu'on puisse continuer à écouter. Mais vous dites exactement le contraire de la vérité, je vais le prouver. Très souvent, par exemple, syndicats et représentants des entreprises, alors que nous évoquons le climat social, m'ont assuré que dans les entreprises, à la base, la plupart du temps, ça marchait très bien. Même s'il est vrai que certains des participants n'ont pas osé faire, et je vais en apporter la preuve, même s'il est vrai que certains des participants, n'ont pas osé faire le dernier pas, comme si l'on craignait toujours l'accusation de trahison de son camp. En réalité, les progrès ont été déterminants. Ce qui consiste à expliquer que nous devons financer notre protection sociale et nos retraites sur le dos des travailleuses et des travailleurs sans jamais remettre en cause l'indécence de l'ultra-richesse, de cette réalité qui fait qu'aujourd'hui, dans notre pays, une infime minorité de privilégiés accumule les richesses, s'accapare les ressources et à elle, vous ne demandez jamais rien. C'est enfin la violence démocratique. Vous aimez disserter sur la démocratie, Monsieur le Premier ministre, vous avez même présidé un mouvement qui s'appelle le mouvement démocrate. Vous conviendrez donc avec moi, Monsieur le Premier ministre, que dans toute démocratie, il faut un consentement pour obtenir une réforme de cette ampleur. Il peut y avoir 3 consentements possibles sur une réforme de cette nature. D'abord, les partenaires sociaux, vous en avez longuement parlé. Il y a eu une unanimité syndicale et un mouvement social inédit, massif contre cette réforme qui ne s'est jamais démenti au cours des mois. Premier consentement raté. Deuxième consentement possible, quand il y a blocage au Parlement, le peuple, l'opinion publique. Or, et tous les sondages l'ont démontré, et les mobilisations dans le pays l'ont démontré,
L'écrasante majorité des Françaises et des Français, plus de 7 sur 10, étaient opposés et demeurent opposés à cette réforme. Et d'ailleurs, vous avez parlé avec Madame Borne de pédagogie. Plus vous expliquiez la réforme, plus les Françaises et les Français la comprenaient, plus ils la comprenaient, plus ils la rejetaient. Et puis il reste le Parlement, ce qui n'est pas rien dans une démocratie, vous en conviendrez. Et le Parlement, nous l'avons rappelé à plusieurs reprises, n'a pas pu voter sur ce texte d'ampleur. Vous avez donc choisi cette triple violence. Et nous, si nous sommes ici, Monsieur le Premier ministre, et si nous voulons vous censurer aujourd'hui, c'est parce que nous avons fait le serment solennel auprès des Françaises et des Français d'abroger la réforme de la retraite à 64 ans. Et nous l'avons fait dans la clarté, quand d'autres, à l'extrême droite de cet hémicycle, on l'a vu dans la campagne des élections législatives, ont fait le choix de l'alliance avec Monsieur Ciotti, qui pour la retraite à 67 ans, ont fait le choix d'un flou artistique pendant la campagne, et montrent aujourd'hui, en refusant la censure, que leur projet, c'est toujours l'abaissement des droits sociaux et des protections sociales des Français. C'était une censure demandée contre le gouvernement parce que l'Assemblée n'était pas contente de l'Assemblée. Cette fois, c'est un peu plus complexe encore. La motion de censure a été annoncée par le président du groupe socialiste, solennellement, parce que, je cite, le gouvernement avait promis un projet de loi sur les retraites présenté devant le Parlement. Il n'y a pas de projet de loi, donc nous censurons le gouvernement. Le problème, c'est qu'il y aura un projet de loi, que je l'ai officiellement confirmé, reprenant les avancées nombreuses et significatives à mes yeux du travail du conclave, que je vous ai entendu, madame, je ne vois pas où est madame Mercier, que je vous ai entendu qualifier de mesurette, et nous allons, au long de ces quelques moments, vérifier si ce sont des mesurettes ou pas. Ce qui fait que, ne le prenez pas mal, mesdames et messieurs du groupe socialiste, vous vous retrouvez le bec dans l'eau, ce qui, par les temps de canicule que nous vivons, peut avoir des aspects rafraîchissants, mais n'est pas, nous en conviendrons tous, une position durable. Donc, le but de la motion de censure, le président François Hollande l'a clairement indiqué, pas vraiment la censure du gouvernement, c'est un signal pour qu'il soit clair aux yeux de tout le monde et singulièrement aux yeux du Parti socialiste lui-même qu'il est dans l'opposition. Et je donne bien volontiers acte au groupe socialiste qu'il est effectivement dans l'opposition. Je n'ai pas de qualification particulière, mais je délivre bien volontiers à cette tribune au Parti socialiste un certificat d'opposition, de mécontentement, de condamnation, d'indignation, de révolte, de protestation, de sanction, d'accusation, de mise en cause, de dénonciation perpétuelle et continue. Je signe dès demain autant de certificats autographes que vous voudrez.